Fille d'un éditeur, j'avais beaucoup lu, pas mal retenu. J'avais fait un peu de théâtre d'amateur et pensais qu'on pouvait faire mieux. M'armant de courage, je proposai timidement à Gaumont d'écrire une ou deux scénettes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l'affaire, je n'aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Je l'obtins cependant, à la condition expresse que cela n'empiéterait pas sur mes fonctions de secrétaire. Je devais être au bureau à 8 heures, ouvrir, annoter, distribuer le courrier. J'avais alors licence de prendre l'omnibus à 4 chevaux qui, par la rue Lafayette, grimpait au but de Chaumont, et employer au mieux le temps qui m'était dévolu. À 4h30, je devais être de retour rue Saint-Roch pour le courrier personnel, la signature, etc. Cela durait souvent jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. J'avais enfin la liberté de rentrer quai Malaquais pour y prendre quelques heures d'un repos que j'estimais bien mérité. C'est à cette époque que Léon Gaumont, trouvant que je perdais trop de temps en allées et venues, me proposa de remettre en état un petit pavillon qu'il possédait au fond de la ruelle des Sonneries, derrière l'atelier des travaux photographiques, à quelques mètres de la fameuse plateforme bitumée, et de me le louer pour un loyer modique, tout de même 800 francs par an. Voyant mon hésitation, il me promit d'installer une salle de bain et de faire défricher le jardin par un jardinier des buts de Chaumont. Je finis par céder. J'étais déjà mordu par le démon du cinéma. Ce n'est pas sans regret que nous quittâmes notre pigeonnier du quai Malaquais. Un mur assez bas séparait le lotissement d'un îlot habité par des employés des abattoirs de la Villette. Peu de temps après notre aménagement, des cris déchirants m'attirèrent à ma fenêtre. Un de nos aimables voisins, rentrant de son travail, avait trouvé sa femme et sa fille atterrées devant un litre de vin à lui destiné, et que la fillette avait laissé tomber. Ivre de rage, il avait enroulé les cheveux de sa malheureuse femme autour de son poignet, et de toutes ses forces lui frappait la tête contre les briques de leur logement. Je refusais de supporter cela plus longtemps. Du reste, ces voisinages inquiétaient Gaumont, qui fit surélever le mur et plus tard acheta tout l'îlot. Et c'est ainsi que je fis connaissance avec mon nouveau domaine. C'est dans le jardin que nous plantâmes, Anatole et moi, notre premier appareil de prise de vue. Note. Anatole Tiberville, dit le père Anatole, premier opérateur d'Alice Guy, qui fut aussi l'opérateur de Louis Feuillade. En 1896, les syndicats n'existaient pas. La semaine était de 6 jours, parfois de 7, les heures de présence illimitées. Je me souviens d'un dimanche matin où Gaumont vint me prier de courir autour de notre jardin afin de mesurer la vitesse de la course grâce à un appareil de son invention. Je le répète, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la belle époque. À Belleville, à côté des ateliers de tirage des travaux photographiques, on me concéda une terrasse désaffectée au sol bitumé, ce qui rendait impossible la plantation d'un vrai décor, couverte d'une verrière branlante et ouvrant sur un terrain vague. C'est dans ce palais que je fis mes premières armes. Un drap peint par un peintre éventailliste et fantaisiste du voisinage, un vague décor, des rangs de choux découpés par des menuisiers, des costumes loués ici et là autour de la porte Saint-Martin. Comme artiste, mes camarades, un bébé braillard, une mère inquiète bondissant à chaque instant dans le champ de l'objectif, et mon premier film, La Fée aux choux, vit le jour. C'est aujourd'hui un classique, dont la Cinémathèque française conserve le négatif. J'exagérerais en vous disant que c'était un chef-d'œuvre, mais le public n'était pas blasé, les interprètes étaient jeunes, gentils, et le film eut assez de succès pour qu'on me permît de renouveler ma tentative. C'est là, grâce à la bonne volonté de mon petit personnel, aux conseils et leçons de Frédéric Dillet, conseiller technique des établissements Gaumont et auteur d'excellents bouquins sur la photographie artistique, à l'expérience acquise au jour le jour, au hasard, à la chance, que nous découvrîmes 100 petits trucs, tels que les films tournés à l'envers, permettant de prendre une maison s'écroulant et se reconstruisant comme par enchantement. Un personnage tombant d'un toit et remontant spontanément. Un client gourmand trouvant chez le pâtissier sa note trop élevée et rendant intacts les gâteaux engloutis. Le ralentissement ou l'accélération du tour de manivelle, transformant de paisibles passants en êtres pris de frénésie ou au contraire en dormeurs éveillés. Les arrêts, permettant de déplacer un objet qui à la projection semblait animé d'une vie surnaturelle, emplissant de stupeur un archéologue dont la précieuse momie jouait aux 4 coins de son laboratoire. Exemple, la momie. La prise de vue à différentes distances, rendant possible la représentation sur la même image de pygmées et de géants, comme dans Lilliput et Gulliver, L'ogre et le petit poucet, le cakewalk de la pendule. Les surimpressions. Les fondus employés pour les visions, les rêves.